Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui va nous embarquer pendant 1 heure sur le thème RSSI, embarquer votre conseil d'administration. Alors beaucoup d'entreprises considèrent encore aujourd'hui le risque cyber comme une non-priorité business face à l'augmentation croissante des cyberattaques ayant touché nombre d'entre elles, des PME et des TPE y compris, et aux défis engendrés par la crise sanitaire et les modes de travail dits hybrides. Le vent semble tourner en faveur d'une meilleure prise en compte de ce risque. Alors, pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Dalia Kader, qui est RSSI de Swiss Life Luxembourg. Je précise que Dalia est anglophone, donc elle répondra en anglais, mais que le reste de la table ronde se fera en français. Nous accueillons également Antoine Bajolet, qui est RSSI de Ener et qui est également membre du CLUSIF. Xavier Daspre, manager Sales Engineering France chez Proofpoint. Et puis Paul Bale, Head of Security and Group Chief Security Officer chez Atos. Alors je vais commencer avec vous, Antoine. Est-ce que selon vous, les conseils d'administration, on va les appeler les COMEX pour être plus global, est-ce qu'ils ont pris aujourd'hui la mesure du risque cyber ? Bien, pour commencer, à Ener, le COMEX est sensibilisé et préoccupé du risque cyber déjà depuis de nombreuses années et ne m'a pas attendu pour le prendre en compte. En ce qui concerne les autres entreprises, en tout cas à travers le contact avec mes homologues occlusifs, eh bien, la situation est très diverse. D'un siège de plein droit au COMEX jusqu'à un non-sujet avec un RSSI qui a l'impression de prêcher dans le désert. Néanmoins, les prises de conscience des COMEX et conseils d'administration sont de plus en plus fréquentes, que ce soit... alors déjà, il y a l'omniprésence de la réalisation du risque cyber dans la presse et dans les médias. Un COMEX ne peut pas l'ignorer intellectuellement. Et puis après, sur la prise en compte du risque cyber et l'impact sur sa propre entreprise, eh bien, à l'occasion d'un confrère qui se ferait attaquer, d'un audit de commissaire aux comptes, de l'appétence individuelle d'un des membres du COMEX, d'un enjeu business, et enfin le pire, ce qu'on ne souhaite à personne, une attaque qu'on a subie nous-mêmes avec la réalité de l'impact pendant parfois plusieurs semaines sur l'activité de l'entreprise. Là, la prise de confiance est immédiate. Dalia, même question, donc je vous la pose en français, vous allez nous répondre en anglais. Est-ce que les COMEX aujourd'hui prennent conscience de ce risque-là ? Alors, ils s'améliorent, ils sont de plus en plus sensibilisés. Est-ce qu'ils prennent en compte ? Dure question. En fait, les cybermenaces vont très vite. Et donc, en gros... l'idée générale aujourd'hui de tout le monde, que ce soit les boards ou que ce soit les COMEX ou les employés, s'adaptent au changement. Donc, construire la culture pour être plus sensibilisé, qu'on s'adapte à de nouvelles menaces, c'est un changement. Avec le Covid et le télétravail, on a dû... s'adapter totalement de nouvelles façons de travailler du jour au lendemain. Donc, la nouvelle idée serait qu'il faut être adaptable aux changements en dynamique. Et pour faire cela, il faut que les COMEX, les CEO, en tout cas les décisionnaires, mettent à l'ordre du jour la cybersécurité, mais il faut savoir également des CISOs, il faut absolument articuler et communiquer les problèmes d'une façon qui soit compréhensible aux différents décisionnaires et acteurs clés des entreprises. Et chez Proofpoint, quel est votre point de vue sur cette question ? Alors, nous, j'ai la position un peu particulière d'être un éditeur. Une des missions, justement, va être de fournir au RSSI les éléments pour apporter cette visibilité au COMEX. Donc je dirais malheureusement aussi pendant le Covid, l'actualité a apporté un peu plus de lumière sur les RSSI, avec toute la partie ransomware qu'on a pu voir. Certains pirates ont profité de cette période difficile en plus pour accentuer les attaques. Et du coup, les COMEX se sont un peu plus aperçus du travail qui est réalisé par les RSSI, et nous de leur fournir tous ces éléments de visibilité
On y verra un petit peu tout à l'heure, mais en termes de risque, en termes de ce qui a été bloqué, ce qui a été justement mis de côté, quelles sont surtout les personnes qui sont visées et qui sont justement pour la plupart dans des attaques assez bien préparées de haut vol, je dirais, des personnes qui elles-mêmes sont assises dans ce COMEX. Alors Paul, donc vous êtes à la fois, vous avez la double casquette, vous êtes en charge de la sécurité pour le groupe Atos, et puis vous avez des clients aussi, beaucoup de clients chez Absolument. Atos. Donc voilà, vous allez nous donner la double vision. Absolument. Donc, on a des clients, mais moi, je suis en charge de protéger Atos. Et si je protège Atos, c'est pour protéger nos clients. Évidemment, comme on est une société de services en informatique, ce qui vient de se passer depuis 3 ans a influencé de manière significative le niveau de sensibilisation du COMEX, puisque dans les différentes divisions métiers, ils ont pu voir ce qu'il se passait chez les clients, chez leurs clients, et depuis 2019, il y a eu des attaques d'un niveau qu'on n'avait pas vu précédemment, qui a participé de manière significative au niveau de sensibilisation. Donc au niveau de sensibilisation des comités exécutifs, c'est un sujet qu'on avait abordé, on a le comité exécutif qui va décider des manières de protéger l'organisation sur les sujets de sécurité, mais on a la stratégie sécurité qui est également discutée au niveau du Board of Directors, et on a un niveau de sensibilisation et du Board of Directors et du comité exécutif qui est très fort et qui vient de l'écoute des clients, de l'écoute de ce qui se passe chez nos compétiteurs, sur le marché, et ça participe à la veille, à la sensibilisation, et c'est le premier conseil que je pourrais donner aux CISO, de bien regarder de manière attentive ce qu'il se passe dans l'environnement pour aider à la sensibilisation, parce qu'un COMEX est sensibilisé, est naturellement sensibilisé par les événements que je viens de mentionner, mais ne sera jamais suffisamment sensibilisé. Je pense que c'est le rôle des CISO aussi de donner les éléments qui permettent de comprendre ce qu'il se passe dans l'environnement, dans les différents secteurs de marché, et de maintenir ce niveau de sensibilisation permanent auprès de l'ensemble des membres du COMEX. Alors on va maintenant voir les conditions qui permettent au RSSI de réussir sa mission. Je vais revenir vers vous, Antoine. Quel doit être le contenu du mandat donné au RSSI ? Pour parler d'une manière plutôt générale, le mandat du RSSI va être d'identifier, de gérer et de maintenir le risque à un niveau acceptable pour l'organisation. Alors quand je dis le risque, ce sont les différents risques, et le niveau acceptable dépend du niveau de risque résiduel pour chacun de ces risques, qui dépend à nouveau de l'activité et de la sensibilité de ce que traite l'organisation. Donc il faut que ce niveau de risque acceptable soit validé par les instances dirigeantes de l'entreprise. C'est quand même si c'est validé de manière explicite par les instances dirigeantes au vu de l'importance de chaque business, c'est quand même la situation souhaitée et que doit viser le RSSI pour que son mandat soit appuyé par la direction générale. En termes de budget, quel doit être, selon vous, son budget ? Alors, et votre expérience Monsieur Poupard, en 2018, a indiqué une ABAC vraiment, à nouveau très générale, entre 5 et 10% du budget informatique d'une structure. Alors, ça donne un ordre de grandeur, ça ne peut pas être 50%, c'est pas 1%. Néanmoins, ce qui n'est pas dit, c'est qu'est-ce qu'on doit compter dans ce budget ? Quel est le périmètre de ce Le périmètre, quelle part sur les projets, quelle part sur le maintien en conditions de sécurité, et puis jusqu'où va-t-on ? L'antivirus poste de travail, oui, certainement. Les systèmes de sauvegarde, peut-être. Si on pense aux critères de disponibilité, la climatisation des salles techniques rentre-t-elle ou pas dans le budget de sécurité ? En tout cas, selon l'organisation, ça peut beaucoup varier. Donc c'est difficile de donner un niveau comme ça, un pourcentage qui doit être la règle d'or. Dalia, de votre expérience également, quelles sont les conditions permettant au RSSI de mener à bien sa mission, et tout d'abord par rapport à son mandat ? En fait, quand on dit la mission de sécurité, je dois être d'accord que ça dépend vraiment du secteur. Donc la première mission, la première tâche, je dirais,
c'est le CSO de comprendre le métier, comprendre quels sont les actifs digitaux, quels sont les risques, qu'est-ce qui est critique pour le métier, pour continuer, ce qu'il n'est pas. Donc, si on amène différents CSO de différentes industries, que ce soit l'académique, de finance, et on leur pose la question de la mission, en gros, il va y avoir des chevauchements, mais ça va être souvent différent d'un secteur à l'autre. Donc, ça doit être tout à fait intégré dans le secteur qu'ils servent. Et quand on arrive au point du budget, 10% semble raisonnable. Mais si c'est une start-up, si c'est une PME, est-ce qu'on peut commencer à 5%, par exemple? Ça, c'est en fait voir quelle est l'appétence au risque, en fait. Et évidemment, la direction doit être impliquée dans la décision de l'appétence du risque pour calculer le risque. Et le rôle devient, c'est du CESO de présenter le risque dans la bonne langue. Donc, tous les CESO doivent comprendre les chevauchements et en tout cas la compréhension du secteur. De votre point de vue d'éditeur? Voilà, j'allais dire, moi je regarde ça, propose ça dans mon prisme d'éditeur qui va évidemment tourner autour de la protection de la donnée. Je suis beaucoup moins compétent pour parler effectivement, comme Antoine disait, de la partie climatisation et sauvegarde, mais tout pour nous, tout va tourner autour de la protection de cette donnée. On a très vite, du coup, dans ce mandat, l'oreille du COMEX, puisqu'on sait aujourd'hui, malheureusement encore une fois grâce à l'actualité, donner des impacts financiers très concrets sur les attaques qui peuvent arriver et que peuvent subir les entreprises. Donc, je dirais le mandat, on souhaite qu'il soit aussi large que possible autour de cette protection de la donnée. On a aussi une partie sensibilisation qui parfois passe côté direction ressources humaines, mais le but, cette sensibilisation à la cyber, de toute façon, le RSSI va piloter cette formation pour éduquer un petit peu plus, aider tous les employés à être la première barrière, je dirais, contre les attaques cyber. On va voir, il y a quelques slides effectivement sur cet aspect sensibilisation. On va les projeter effectivement. D'accord. Là, on est plus sur un des rapports que l'on fournit à nos RSSI pour leur montrer, par exemple, celui-ci traite de ce que l'on appelle les very attack people. Donc, quels sont les gens qui sont très ciblés. Donc ça, c'est pareil, c'est une information que le RSSI peut transmettre aux alentours, au niveau du COMEX. On a des petits logos assez pratiques aussi pour souligner s'il y a des VIP. Donc toute personne probablement assise au COMEX fait partie de ce groupe de VIP. Donc on a rapidement l'attention, je dirais, du COMEX qui permet de bien présenter un petit peu les risques. On sait aussi travailler un petit peu sur ce qui se passe au niveau des fournisseurs, puisqu'on le voit, le périmètre de protection va jusqu'à regarder tous les liens et les interactions qu'il peut y avoir avec les fournisseurs. Sur celui qui est un petit peu plus loin, on arrive aussi à mieux comprendre ce que font les pirates. C'est-à-dire, c'est bien de bloquer des attaques, mais ce qui va intéresser le COMEX surtout, c'est de le mettre à niveau, le mettre à jour sur qui sont derrière ces attaques. En ce moment, nous sommes visés peut-être par tel ou tel pays. C'est pas toujours le cas, mais c'est pour ça que j'ai mis, lorsqu'il y a un soutien étatique, on est capable de le présenter ici. Quelles sont les cibles dans l'entreprise? On l'a vu tout à l'heure. Et comment je suis attaqué aussi par rapport à mon secteur d'activité, c'est-à-dire mes pairs ou mes concurrents. La manière de voir les choses est différente, mais en termes de cyber est assez similaire. Donc on dit souvent que ces dashboards vont me permettre de conduire ce bateau à vue, mais en regardant aussi ce qui se passe sous la mer. C'est un petit peu comme les eaux internationales. Il y a beaucoup de sous-marins de différents pays qui sont présents. Par contre, quand on regarde devant, on les voit pas. Donc les dashboards que l'on va fournir au RSSI vont permettre de dire au commandant de bord, ici je fais l'analogie avec le RSSI, de dire voilà, il y a en dessous ce qui se passe, que vous voyez pas. Pour l'instant, on est bien protégé, mais il se pourrait que l'on subisse des attaques similaires à celles que je vous présente. Merci beaucoup pour cette petite aparté. Paul, le mandat du RSSI, quel doit
Alors le mandat chez nous, il est simple. On est une fonction de support, comme les RH ou la finance. Donc moi j'ai une centaine de collaborateurs, d'officiers de sécurité qui sont des officiers de sécurité, qui ne sont pas des opérationnels, pour couvrir 100 000 collaborateurs dans 74 pays. Et notre objectif, c'est de protéger Atos. Donc on a un mandat de la direction de protection, d'obligation de protection d'Atos. Donc même si dans notre budget, on ne porte pas, par exemple, le contrôle d'accès qui va rester au Facility Management, on a un objectif de définir l'implémentation des niveaux de contrôle d'accès et de s'assurer de leur implémentation au travers de l'ensemble des sites dans lesquels on est positionné sur tous les pays. Mais donc on a cette obligation de protection et donc de manière simple sur tous les sujets de cyber, de sécurité physique, de sécurité de l'information et de gestion de crise. On doit répondre au groupe et au comité exécutif sur la bonne implémentation des contrôles de sécurité qui sont ensuite soit dans notre budget, donc on porte également le SOC, le CSIRT, l'EDR et un certain nombre de solutions technologiques et d'autres qui sont portées par l'IT interne sur la gestion des identités ou par les métiers sur les niveaux de contrôle d'étanchéité pour aller fournir du service aux clients. Donc on a mis en place un système où on couvre la totalité du périmètre, que les services soient délivrés par groupe security comme fonction de support ou par les entités métiers. Et ces tableaux de bord qui sont effectivement également en place chez nous sont un élément clé. Et là, je rejoins tout à fait le problème de visibilité du périmètre. On parle aujourd'hui d'un niveau de complexité pour se protéger des attaquants qui est jamais vu. Donc, on s'assurait de la mise en place des centaines de contrôles sur la totalité de l'environnement. Et quand les contrôles ne sont pas tous mis en place par notre organisation, mais par des entités métiers, est un niveau de complexité très fort. Donc ça réclame effectivement de mettre en place des solutions de dashboarding, de connecter les outils ensemble et de traduire vers l'Excom, parce que le niveau de sécurité, est-ce qu'on a le bon niveau de sécurité ou est-ce qu'on doit s'améliorer, ou est-ce qu'on doit demander des budgets complémentaires ou demander aux métiers de mettre en place des niveaux de sécurité complémentaires. C'est tout le challenge aujourd'hui des RSSI. Antoine, vous vouliez réagir ? Oui, effectivement, quand on parle du niveau ou de la part de budget, ça ne veut pas dire que ce budget est porté et piloté par le RSSI en direct. C'est la part dédiée à la sécurité peut être répartie entre les services généraux, les ressources humaines pour la sensibilisation, la production informatique pour les data centers et le RSSI pour le Security Operations Center. Mais c'est la masse de tous les budgets qui sont, on va dire, dédiés ou quasiment dédiés à la sécurité. Et c'est cette masse-là dont on parle quand on parle de budget sécurité. Et c'est sur cette masse-là qu'on va reporter au COMEX, et pas uniquement sur la partie qu'on gère en direct. Dalia, vous vouliez réagir ? Oui, Dalia. Pour moi, une chose qui se passe souvent avec le budget, en fait, c'est que la panique par rapport à la pré-préparation. Donc, par exemple, quand on a parlé de cela, si on entend parler d'une entreprise sœur ou un concurrent est attaqué à une cyberattaque de certains types, d'un seul coup, la lumière se met sur tout le quartier, quoi. Donc, alors qu'en fait, c'est pas forcément le plus grand risque dans le secteur ou dans l'entreprise. Donc, le budget, dans ce sens, l'intégration dans l'entreprise et la planification est bien préférable à l'attitude de panique et l'attitude de pompier qui éteint le feu. Réagir justement sur cette question de répartition du budget, il y a un sujet que tous les RSSI ici connaissent bien, qui est par exemple la mise à jour des systèmes, la gestion de la vulnérabilité qui fait partie de notre quotidien, puisqu'on a des vulnérabilités qui exposent la sécurité de l'environnement, quels que soient les moyens de sécurité qu'on a pu mettre en œuvre pour se protéger. Et typiquement, l'application des correctifs de sécurité, c'est généralement pas dans le budget, j'espère, des RSSI. C'est pas possible. Or, on va avoir des besoins croissants de réactivité pour corriger
ces vulnérabilités qui sont de plus en plus critiques. Hein, et c'est toutes les semaines. Et donc il s'agit de donner une visibilité aux membres de l'Excom sur la capacité des opérations au niveau de l'IT, mais au niveau des entités métiers également, à se protéger dans des délais raisonnables et d'appliquer les bonnes pratiques de sécurité, les policies de sécurité, de patcher dans les temps. C'est vraiment un point absolument essentiel sur lequel il me semble que les directions de toutes les entreprises doivent être capables de comprendre si, dans leur sphère de responsabilité, ils sont en mesure de corriger dans des délais acceptables les vulnérabilités et au RSSI de tirer la sonnette d'alarme si ce n'est pas fait dans les temps et de le remonter à un haut niveau, puisque les conséquences pour l'entreprise, ça va être significative dans le cas où ces bonnes pratiques ne sont pas suivies ou pas bien appliquées. Antoine, une réaction encore? Non. Ok, ça marche. Donc on a vu le mandat, on a vu les budgets. Il reste à voir maintenant l'entité de rattachement. À quelle direction le RSSI est-il rattaché de manière idéale pour pouvoir assumer sa mission le mieux possible? Antoine? Alors, pas pour mon cas, mais en imaginant une entreprise dont le cœur de métier est la fourniture de services numériques, il est possible, il peut peut-être même souhaitable que le RSSI ait un siège de plein droit au board, parce que c'est le risque principal qui va peser sur l'activité de l'entreprise. Et son entité de rattachement, mais ce serait il pourrait être directement rattaché au directeur général dans ce cas. En revanche, si je prends mon cas, je suis rattaché à la directrice des systèmes d'information, mais qui est également directrice générale déléguée, donc qui est sponsor de la démarche sécurité, ayant pour ma part mon autonomie d'action vis-à-vis des métiers et vis-à-vis de ma mission. Ce n'est pas un problème, en tout cas il n'y a pas un problème de juger partie. D'autre part, et je l'ai vécu, sur une organisation dont le niveau de maturité en cybersécurité est très bas ou démarre juste, alors parce que les problématiques sont immédiatement très opérationnelles, il peut être légitime ou souhaitable que au début le RSSI soit rattaché à la direction des systèmes d'information, parce qu'il va avoir, ou ses équipes, là, les mains dans les systèmes pour déjà passer le premier niveau. Dalia, vous partagez l'avis d'Antoine? Oui, tout à fait. En fait, oui, mais il y a la théorie et la pratique. Et la théorie, c'est qu'il y a beaucoup de positions avec un conflit d'intérêt B, donc il ne faut pas qu'on le mette directement sous... Ça devient apparent au niveau du RSSI et même du reste du DPO, etc. Donc, en fait, il y a des fois des conflits d'intérêts, mais ensuite, il y a la pratique. Et la pratique, il y a des éléments qu'on n'a pas pris en compte. Par exemple, la taille de l'équipe. L'autre, c'est, en gros, comme on l'a dit, avec l'opérationnel. Si le point faible, c'est l'aspect opérationnel ou, en gros, les actifs digitaux, qui sont l'élément le plus important, peut-être travailler main dans la main avec le CTO. C'est pas le pire cauchemar tel qu'on va le décrire en théorie. Donc, il y a la pratique, et puis il y a la théorie. Et quand il s'agit de la pratique, ce qui est important, en fin de compte, c'est les individus. Donc, comment est-ce que les personnes dont on dépend va pouvoir gérer, et comment est-ce qu'ils peuvent prendre du recul? Il y a en effet un argument intéressant. C'est ça qui est le plus important dans la réalité. Et donc, une recette qui fonctionne bien pour une entreprise ne va pas fonctionner pour une autre société. Ouais, encore une fois, avec le prisme éditeur, j'abonde complètement dans ce que disait Dalia à l'instant. La taille de l'équipe va beaucoup jouer aussi sur l'impact et la méthode utilisée et la vitesse de réaction pour endiguer des attaques. Donc c'est effectivement pas proactif dans ce cas-là, mais réactif. Et c'est quelque chose à prendre en compte pour le positionnement du RSSI. Et je rajouterais ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mon petit point de vue ici serait de dire,
la plus grande visibilité il a en termes de rattachement, le mieux ce sera pour défendre ses idées, son budget et les mesures qu'il préconise en cas d'attaque. Paul? Oui, donc alors moi j'ai reporté à plusieurs managers chez Atos au niveau du comité exécutif, secrétaire général, directeur financier, patron de l'audit interne, en ce moment patron des activités Big Data et Cybersécurité. Et donc j'ai pu voir différents avantages et inconvénients des différentes practices, mais il n'y a pas de bon reporting ou de mauvais reporting. Je pense que ça c'est important. Il faut s'adapter à l'organisation, bien comprendre le contexte de l'organisation et puis être capable d'utiliser son reporting pour avancer. Le patron de l'audit interne, on peut signaler un possible conflit d'intérêts, mais il peut aussi donner un accès au board of directors au niveau du comité d'audit, puisqu'il y a des doubles rattachements vers le comité d'audit du board of directors. Et si on l'utilise, ça peut effectivement permettre d'obtenir un appui fort sur l'implémentation de politiques de sécurité. Aujourd'hui, reportant au patron des activités Big Data et Cyber Security d'Atos, je m'appuie sur leurs équipes. J'achète également du service à Big Data et Cyber Security, mais on a un objectif commun. Un impact sur Atos serait catastrophique pour ces activités. Donc je suis très entendu des pratiques et on a un bon échange justement sur la relation client-fournisseur, sur la protection d'Atos. Donc le secrétaire général donnait d'autres accès au CEO de l'organisation. Il faut s'adapter. Il faut profiter au mieux du reporting. Alors effectivement, un rattachement uniquement à la DSI peut poser des conflits d'intérêts, mais j'ai des clients et je suis en contact avec des ciseaux de clients qui ont un attachement à la DSI et ça se passe bien. Et il y a une très bonne interaction entre la DSI et le RSSI. J'ai vu aussi des mauvaises interactions. Donc voilà, je pense que c'est ce que disait Dalia sur la théorie et la pratique. Il y a une théorie, effectivement. Après, effectivement, il faut plutôt avoir une bonne pratique dans l'organisation, bien connaître son organisation, bien connaître les managers, les appuis qu'ils peuvent donner au RSSI et d'être capable de les utiliser à bon escient. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, effectivement, c'est que vous avez été rattaché à plusieurs entités. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients si on essaie de résumer de chacune? Alors ça va dépendre aussi beaucoup des individus. Je dois dire que la sécurité, ça dépend beaucoup de l'humain et donc de sa sensibilité à la sécurité. Donc je pense que c'est au ciseau d'abord bien comprendre le management. Et d'ailleurs, toutes les interventions au comité exécutif, au board of directors, c'est de bien regarder les profils des différents intervenants, leur capacité à être à l'écoute des problèmes de sécurité ou de créer justement leur intérêt sur les sujets de sécurité. Et donc, plus que la fonction elle-même, je dirais que ça va être l'homme qui va être à embarquer dans l'explication des challenges de sécurité, des risques, justement, on parle d'analyse des risques, d'être capable de traduire quels peuvent être les impacts. Avec un directeur financier, on va effectivement beaucoup parler finance. Avec un patron de l'audit interne, on va être plus sur la notion d'analyse du risque, contribution aux démarches IRM de l'entreprise, de cartographie des risques. Avec le patron cybersécurité, plus revoir justement les aspects de couverture de cyber, de services cyber qui sont délivrés. Et donc il faut s'adapter. On doit être des caméléons dans nos organisations, mais tout en gardant bien sûr cet objectif et ce mandat qui doit être très clair préalablement de protection. Quelle est la mission? Quel est le mandat? Jusqu'où on doit aller, et on parlait d'appétence du risque tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui on a tous compris que on peut plus accepter des risques qui étaient acceptables il y a quelques années, quoi. Et ça va être un message fort à passer au niveau du comité de direction. On pouvait discuter de l'appétence du risque, de moins en moins on peut le faire, puisque aujourd'hui qui veut prendre le risque d'avoir des impacts significatifs dans l'organisation? Et notre travail il va être de passer ce message
justement au niveau des divisions métiers pour dire qu'effectivement il y a des risques qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui dans les organisations. Alors justement, avant de passer à la question suivante qui est le RSSI doit-il faire partie du COMEX? Est-ce que Dalia, Antoine, Xavier, vous voulez réagir à ce que vient de dire Paul? Pas forcément, non. Ok, très bien. Donc je pose ma question. Le RSSI doit-il faire partie du COMEX, avoir un siège au COMEX? Et si oui, à quelle fréquence? Antoine? À nouveau, ça dépend véritablement du niveau d'impact estimé dans l'analyse de risque d'une atteinte aux informations ou d'une cyberattaque par rapport aux activités de l'entreprise. Si l'activité de l'entreprise repose à 100% sur son outil numérique sans avoir pu imaginer une continuité d'activité qui s'en passerait, eh bien peut-être que ça le justifierait. Okay. Dalia? I'm in favor of it. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ça va dans les deux sens. Tout d'abord, on pourra mieux communiquer sur les attaques cyber, sur les dégâts que celles-ci peuvent causer, et cela peut aussi aider le RSSI à intégrer les priorités de l'entreprise. Quand vous êtes dans la même salle que ceux qui prennent les décisions, et même s'il ne faut pas nécessairement faire partie du conseil, il faut quand même être sur la même table pour mieux comprendre les priorités. Et ainsi, vous allez pouvoir inscrire les priorités dans les besoins en termes de cybersécurité. Par exemple, lorsque l'on présente un cas d'étude pour un contrôle de cybersécurité ou quand on essaye de justifier les besoins en termes de cybersécurité, il est fondamental de comprendre comment les décisions sont prises au sein de l'entreprise. C'est pourquoi je suis favorable à cette décision, même si les RSSI ne sont pas directement impliqués dans les décisions, ils doivent quand même avoir voix au chapitre au sein du conseil d'administration. Permanent, qui était le sens de mon propos. Par exemple, si je prends l'exemple d'ENER, ENER est certifié ISO 27001 depuis 7 ans maintenant. Donc, au minimum, une fois par an, la revue de direction a lieu devant le COMEX et non pas simplement devant un directeur sponsor. Et c'est bien sûr la présentation de l'état du système de management de sécurité. Ça peut être un levier extrêmement fort pour le RSSI s'il oriente bien sa revue de direction sur l'évolution des enjeux, l'évolution des risques, où on en est sur notre matrice des risques. Est-ce que le niveau de support est suffisant et la validation par le COMEX bien du plan de route à venir avec tout l'appui et le support de la direction générale faisant partie d'un SMSI certifié, le RSSI va obtenir ce support, et ce sur la durée. Les rendez-vous me concernant, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, s'il y a des sujets pour lesquels il m'arrive d'être appelé devant le COMEX pour représenter, par exemple, une stratégie de cyber-résilience quand un homologue a subi une cyberattaque. La revue de direction, c'est comme ça que vous l'appelez, dans le cadre d'une certification. C'est l'occasion aussi de faire passer tous les messages que vous souhaitez faire passer. Et je dirais même, le RSSI aura tout avantage dans ce contexte d'en faire l'outil de pilotage principal de sa sécurité de l'information. Xavier, oui. Oui, je reprenais les propos de Dalia tout à l'heure, en résumant un peu vulgairement, le plus souvent le mieux. Le plus souvent, sans parler de siège permanent ou pas, mais de pouvoir anticiper justement sur ce qui va se passer en communiquant par rapport à ce qui se passe, par exemple, aux concurrents ou au secteur industriel dans lequel on travaille, et sensibiliser. Donc de ne pas attendre effectivement qu'il y ait des mauvaises opportunités de présentation suite à une attaque, même si elle a bien été endiguée. Donc anticiper et sensibiliser. L'exemple que je prends souvent, c'est de dire, plutôt qu'il y ait quelqu'un du COMEX qui contacte le RSSI en disant « Dis donc, un tel qui fait un peu le même métier que nous a été attaqué, il demande une rançon de temps, ils ont perdu tant de données »,
plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand un de ces membres du COMEX lit cette information dans les news, puisse dire « Ah tiens, ça me rappelle effectivement ce que le RSSI nous a présenté récemment, je sais qu'on est prêt à gérer ce type de risque par l'anticipation qui a été faite du RSSI dans les différentes séances de COMEX, en fut-il le membre permanent ou pas, je dirais. » Paul, votre vision? Alors je pense qu'il faut y aller avec parcimonie, avec le comité exécutif, parce qu'ils ont beaucoup de choses à traiter, et la cybersécurité c'est super important, je ne suis pas là pour dire le contraire, mais par contre je pense qu'il faut faire attention à ne pas y aller trop souvent, quoi. Donc je pense que 2 fois par... Pour quelle raison? Parce que je pense que c'est au RSSI et à ces organisations de faire le boulot et d'y aller pour demander quelque chose. Précisément, une intervention, un excom, ça se prépare longtemps à l'avance. On n'y va pas toutes les semaines. Je pense que c'est le boulot des responsables sécurité de prémâcher le travail, de bien réfléchir aux messages qui vont être passés, aux demandes qui vont être formulées, parce que aller vers un excom sans avoir des demandes, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Bon, peut-être qu'on peut maintenir la sensibilisation, mais dans notre domaine, je pense que la sensibilisation elle est naturelle parce que on voit ce qui se passe et les membres de nos excoms voient ce qui se passe, regardent le marché, connaissent bien leurs clients, donc ils ont ce niveau de sensibilisation. Mais le RSSI, le CISO, il doit y aller, préparer son intervention, avoir des demandes précises et ressortir avec des réponses aux demandes, ce qui n'est pas toujours non plus quelque chose d'évident. Donc, travailler son sujet, le présenter. Je pense que ça sert à rien d'y aller trop fréquemment. Ça peut être contre-productif, sauf pour écouter, vraiment, voir les... La sensibilisation, être au courant de la stratégie d'entreprise. Voilà, pour être au courant de la stratégie, voir quelles sont les tendances, quel va être le bon moment également pour présenter les sujets. C'est pas toujours le bon moment dans la vie de l'entreprise, donc ça c'est utile. Par contre, de faire des interventions plus de 2, 3, 4 fois par an, ça me paraît trop fréquent, quoi, hein. Donc je pense qu'il faut mieux travailler, et une fois d'ailleurs qu'on a eu des décisions qui ont été prises, il faut les mettre en œuvre, et donc il y a du travail à faire. Revenir pour tenir au courant justement des succès ou des échecs de ce qui a été préalablement décidé, c'est bien, mais voilà, 2 fois par an, 3 fois par an, ça me paraît une bonne fréquence. Antoine, Dalia, en tant que RSSI, c'est une fréquence qui vous convient? Ce que vient de dire Paul? C'est la fréquence qui est opérée en pratique, hein, donc je souscris complètement. Dalia? Encore une fois, cela dépend de la taille de l'entreprise et des risques que l'entreprise doit contrer. Cela dépend des clients, cela dépend également de l'aspect réglementaire, des obligations. Donc, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'ils ne doivent pas être présents à chaque réunion du conseil d'administration. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Et nous savons tous à quel point c'est compliqué de faire en sorte que le travail que nous accomplissons prenne vie quand on a trop de réunions. J'ai travaillé avec plusieurs entreprises et je pense que parfois, il faut que tous les employés posent les bonnes questions en matière de cybersécurité, quel que soit leur niveau, quel que soit leur poste ou la hiérarchie. Non pas comment résoudre un problème, mais comment être alerté et qui nous devons contacter en cas de problème. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être clair pour tout le monde. Ça, c'est notre travail. Je pense que la communication est un enjeu clé. Alors, on peut débattre de la fréquence en fonction des entreprises, mais ça, c'est important, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. La communication est vitale. Certaines entreprises mettent en place ce qu'on appelle des cybercomex. Alors même si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, quelle est votre opinion sur ces instances-là qui traitent spécifiquement de la cybersécurité?
je vais commencer et je vais y revenir. Est-ce que Et vous nous, disiez- la revue de direction annuelle, Pour vous, c'est la revue qui de se fait devant le COMEX, bien c'est l'équivalent de cybercomex, vu qu'on n'y parle que de cybersécurité pendant 1 heure à 1h30. Ça dépend du. Et c'est effectivement là où on revoit le chemin parcouru, où on en est des risques, quel est le plan de route à venir, quel va être le financement, quel va être le support, quel va être le besoin d'implication des métiers. Donc oui, c'est un cybercomex. Paul. Alors nous, on n'a pas de cybercomex, c'est pas dédié. Par contre, les points sécurité sont importants, comme je le signalais tout à l'heure. Maintenant, de dédier un comité exécutif à la sécurité, je vais garder l'idée, pourquoi pas. On a également des revues de direction, mais avec des délégations, souvent de niveau de management ou autres, qui sont nécessaires pour notre ISO 27001. C'est de dédier tout le comité exécutif. Voilà, on le fait pas actuellement. Ça n'empêche pas d'avancer sur certains points et d'obtenir des décisions. Voilà, le besoin ne s'est pas encore fait ressentir chez nous. Dalia, même question. Encore une fois, je pense que cela dépend des organisations. Et c'est lié à la question précédente. Est-ce que le RSSI doit faire partie du conseil d'administration? Si c'est ce type de stratégie qui remplacerait l'idée selon laquelle le RSSI devrait faire partie du conseil d'administration, pourquoi pas? Et je pense qu'il y a un message un petit peu sous-entendu ici. Lorsque vous dites à vos employés, voilà, ça montre à quel point la cybersécurité est importante, c'est un message fort que vous envoyez à vos collaborateurs. Mais est-ce que on en a besoin? Ça, encore une fois, ça dépend de la taille de l'entreprise, des risques auxquels les entreprises sont confrontées. Cela dépend des besoins. La communication, dans tous les cas, est requise. Et si, pour maintenir un beau niveau de communication, il faut que le RSSI fasse partie du comité, du conseil, s'il faut créer un conseil dédié à la cybersécurité, peu importe. Tout ce qui compte, c'est la communication, le résultat final. Dépend un petit peu des organisations internes à chaque société. Nous, on l'a vu avec notre prisme, encore une fois, côté banque, certains établissements financiers qui le pratiquent. Dans d'autres entreprises, c'est moins faisable. Après, je dirais le niveau de technicité de l'information peut aussi changer. Effectivement, comme le disait Paul tout à l'heure, lorsqu'on s'adresse à un secrétaire général, on ne va pas évoquer peut-être le même sujet, mais les mêmes aspects techniques que lorsque l'on va parler à quelqu'un qui gère les risques dans le cybercomex, par exemple, dans une banque. Donc, il faut adapter, je dirais, le discours en fonction de l'organisation. Après, les messages, pour moi, restent les mêmes, effectivement, en termes d'anticipation et de sensibilisation, peu importe le format qu'il peut y avoir autour derrière. Alors on va élargir un petit peu le débat, cette table ronde, il nous reste 16 minutes, on va élargir un petit peu le débat. Quelles sont les autres formes organisationnelles, selon vous, que la sécurité des systèmes d'information peut prendre afin que, justement, cette SSI soit le plus largement diffusée? Antoine, peut-être? Alors, une façon, avec à nouveau le support de la direction générale, ça ne peut passer que par là. Si on arrive à insérer dans les missions de chaque manager à tous les niveaux de l'entreprise, ne serait-ce qu'une petite ligne sur le fait d'être garant à son niveau de la sécurité de l'information sur son business, de la sécurité de l'information en général, et que ça se décline sur toute la ligne managériale, c'est déjà une forme d'organisation qui va décentraliser une partie de la charge et qui va potentiellement mobiliser, parce que inscrit explicitement dans les missions, et c'est le cas chez nous, notamment sur la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires que l'on gère, quand on gère de la donnée de santé ou de la donnée bancaire au quotidien, ça doit être dans les missions de protéger cette donnée. C'est un moyen de décentraliser, de répartir aussi la charge de maintien de la sécurité sur toute l'organisation. Donc intéresser, j'ai envie de dire, les métiers à cette thématique-là. Oui, et quand on dit intéressé, ça peut être même jusqu'à la déclinaison sur certains objectifs. Dalia, vous partagez le point de vue d'Antoine là-dessus? Yeah, Oui.
J'aime beaucoup le terme communauté, parce que la cybersécurité, c'est une affaire de communauté. Parce qu'en fait, pour réussir, chacun a un rôle à jouer. Le CISO, le RSSI, le PDG, les managers, tout le monde doit travailler de concert et ensemble. On peut par exemple créer des ambassadeurs de la cybersécurité dans plusieurs équipes. On peut par exemple créer une communauté de protection des données. Mais il faut vraiment créer une culture de la sécurité au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation. Mais je pense que le rôle du RSSI est vital. Il faut que la communauté aille au-delà de l'organisation, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Chaque organisation va être frappée à un moment donné. Donc il faut avoir une communauté forte, tirer des leçons de ce qui s'est passé. Que pouvons-nous faire pour gérer ce problème-là? Il faut que cette communauté soit également extérieure. Il y a plusieurs formes de communauté qui existent. Vous pouvez commencer par le pays dans lequel vous vous situez. Vous pouvez participer aux forums qui sont organisés. Mais dans tous les cas, le RSSI doit vraiment être le garant de cette communauté, doit travailler avec les équipes de direction des organisations et donc il faut vraiment que cela fasse partie de leur description de poste. La cybersécurité, c'est pas que l'entreprise, c'est tout l'écosystème. On l'a vu, nombreux cas de chaînes logistiques impactées. Absolument. Nous, en tant que supplier de nombreux clients, on a un rôle clé dans la supply chain de nos clients. Ça, c'est absolument essentiel. Mais il faut voir effectivement la sécurité comme une communauté ou comme une chaîne dans une organisation. Donc nous, on est une organisation de support de l'organisation. Ça, je pense, c'est important. Je faisais le lien avec les fonctions HR ou finance qui supportent également des fonctions business de l'organisation. On est positionné comme une fonction de support, donc avec notre propre budget, nos propres hommes, et ces security officers sont rattachés également dans l'organisation aux managers, qui ont d'ailleurs le droit de valider ou rejeter l'organisation de l'officier de sécurité qui est dans l'organisation, si ça convient pas. Je pense que c'est important, comme ça se passe au niveau HR ou finance, dans des grandes organisations. Donc on a cette couverture de maillage interne importante, donc il faut bien connaître son organisation, être sûr qu'on a bien les bonnes personnes aux bons endroits dans l'organisation, en interne et en externe, de bien connaître sa chaîne de fournisseurs. Ça fait 2-3 ans effectivement qu'on travaille dessus, tout le monde travaille dessus, d'ailleurs on doit mieux partager sur ces initiatives qui sont faites pour sécuriser la supply chain, puisqu'on est tous clients fournisseurs l'un de l'autre partout dans nos organisations. Mais maintenant, on a conscience des impacts potentiels également de la supply chain. C'est effectivement absolument essentiel. Et donc, on se connaît en interne avec nos réseaux d'officiers de sécurité, mais de même qu'il faut connaître ses fournisseurs et les principaux contacts sécurité pour le cas où un incident survienne, être capable effectivement de le traiter très rapidement, quoi. Alors, la réaction de Xavier, puis après, je vous laisserai la parole, Antoine. J'ai été assez d'accord avec ce que Dalia disait tout à l'heure sur l'élargissement et ce qu'on dit en anglais l'empowerment de chaque employé. Nous, la mission chez Proofpoint, c'est de protéger les gens et de défendre la donnée. Et donc de rendre les utilisateurs la première barrière en termes de cybersécurité. Donc pour ça, on aide le RSSI dans ses missions qui vont être justement d'aider par exemple à changer un peu les comportements. On peut l'obliger effectivement à changer son mot de passe assez fréquemment. Par contre, c'est plus compliqué de l'empêcher de coller un post-it sous le clavier avec le mot de passe justement. Donc s'il le fait, c'est peut-être que soit le mot de passe est trop compliqué ou
il faut que je change quelque chose dans mon système d'information, en tout cas pour que l'utilisateur se sente concerné. Pareil, quand il ouvre une pièce jointe dans un mail, est-ce qu'il a pris le soin de regarder un peu ce qui se passe dans ce mail? Est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'il a d'habitude avant de cliquer immédiatement? Donc ça, c'est tout ce type de métriques qu'on va fournir au RSSI, ainsi que les outils qui vont permettre justement, pas l'élaboration, mais en tout cas l'émancipation des utilisateurs, c'est un meilleur mot, pour qu'ils puissent être ce premier rempart en termes de cyber. On parlait aussi de communauté. Nous, Proofpoint, nous ne sommes qu'un partenaire de beaucoup de communautés dont mes voisins parleront bien mieux que moi, que sont par exemple le Césin et le Clusif, qui permettent justement d'éviter cet isolement du RSSI, de partager, pas toujours en temps de crise, hein, heureusement, mais les bonnes pratiques, les retours sur expérience, etc., et de favoriser justement ce partage d'informations et cette anticipation sur toutes les attaques actuelles et à venir. Antoine, vous vouliez réagir à ce que disait Paul tout à l'heure sur le... Non, pour compléter, hein, il n'en demeure pas moins, même si on décentralise ou qu'on confie des missions de sécurité à d'autres membres de l'organisation, il appartient bien au RSSI de prendre son bâton de pèlerin et d'aller mobiliser, sensibiliser, faire apparaître la réalité du risque et sa compréhension à tous les niveaux de l'entreprise. Et là, personne ne le fera à sa place parce que ça fait partie de sa mission fondamentale. Et puis, évidemment, en tant que co-animateur de l'espace RSSI du Clusif, sur ce qu'a dit mon voisin, évidemment, je ne peux qu'abonder dans son sens. Le partage d'informations avec la communauté de professionnels de la sécurité et souvent des homologues, et à tête reposée et en dehors d'une relation liée à une crise ou un incident, c'est absolument de grande valeur. Ça permet de nouer des liens et aussi de voir ce que les autres font et qu'on n'aurait pas imaginé faire chez soi et d'élargir ses perspectives. Alors, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes et je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. On en a parlé beaucoup, le thème de la sensibilisation et spécifiquement la sensibilisation des membres du COMEX, parce que ce sont des personnes cibles, qui sont souvent ciblées par les cybercriminels. Donc, je voulais recueillir votre avis, en quoi les RSSI peuvent intervenir sur ce plan-là. Alors, en termes de sensibilisation, on a effectivement des produits qui permettent d'anticiper un petit peu sur ce que peuvent faire justement certains des mobs du COMEX. Pour nous, ils sont entre guillemets une cible à part entière de ces campagnes que le RSSI va élaborer, avec comme essence, je dirais, toute la partie données qu'on va lui fournir sur tous les risques qu'il a aperçus toujours à la barre de ce bateau, et qui vont lui permettre justement de préparer sous des angles particuliers cette sensibilisation pour chacun d'entre eux. Tout le monde a vu dans les nouvelles, c'est ce qu'on appelle les arnaques au président, où je vais m'attaquer à quelqu'un de la direction financière pour lui faire passer un virement. Qu'est-ce qui doit alerter un directeur financier qui est plus à l'aise avec des comptes et des bilans qu'avec des outils informatiques dans un email? Qu'est-ce qui doit l'alerter justement que ce mail n'est pas conforme? Donc c'est en ça que justement, je reprends les propos d'Antoine tout à l'heure, le RSSI doit avoir ce bâton de pèlerin, mais qui s'adapte en fonction des différentes fonctions dans l'entreprise. Et je dirais pas de leur appétence au risque, mais en tout cas de la manière dont ils ont l'habitude de réagir par rapport à ces risques qui, aujourd'hui, ces attaques qui prennent des visages, des aspects assez différents en termes d'ingénierie sociale. Antoine, Paul, Dalia, il y a des actions spécifiques à mener auprès des membres du COMEX ? Je pense qu'il faut déjà pas les exclure des tests anti-phishing, oui. Ça, c'est le premier. D'abord, il faut faire du test anti-phishing et il faut les inclure dans les tests anti-phishing. Les taux du COMEX, le COMEX se fait avoir plus facilement ou pas? Non, aujourd'hui non. Ça fait 3 ans qu'on fait des tests vers nos 100 000 collaborateurs tous les trimestres. Je vais pas donner là où on est parti, mais je peux dire là où on est arrivé. Donc on arrive à moins de 5% au niveau des 120 000 mails de tests anti-phishing qu'on fait tous les trimestres. Et donc voilà, on continue en permanence. La difficulté, c'est qu'on fabrique nos mails, hein. Donc l'objectif, c'est quand même de les cibler et d'aller de plus en plus vers des mails qui sont difficiles à reconnaître
Et malheureusement, voilà, on finit toujours. Le COMEX, pas particulièrement. Je pense d'ailleurs que c'est pas les plus grandes cibles. Ils vont plutôt être sur des cibles fraude WhatsApp, fraude au président, ce type de fraude. Et là, c'est plus des interventions ponctuelles avec des rappels ciblés de sensibilisation qui peuvent être efficaces. Mais effectivement, de bien sûr les mettre dans toutes les campagnes de tests qui ciblent tous les collaborateurs, de s'assurer que les participations aux sessions de training, d'awareness seront bien faites et de suivre les taux de participation également des membres du COMEX, que ce n'est pas les utilisateurs les plus faciles, mais effectivement, c'est très important et on a le COMEX, on a tous les membres des activités corporate et d'avoir une attention particulière sur ces pourcentages de participation sont importants. Antoine ? Et alors concernant une société plus petite comme celle dont je fais partie, toujours à l'occasion de la revue de direction, c'est l'occasion de faire la sensibilisation. Et comme le disait Zalia, il faut bien connaître chacun des membres du COMEX, leur appétence à la technologie, leur perception du risque, et leur faire collectivement ou individuellement une sensibilisation adaptée. On ne sensibilise pas un membre du COMEX comme on sensibilise, on va dire, en session de formation avec une plus grande audience. Ce n'est pas les mêmes messages. Et là, le RSSI se doit de bien connaître son COMEX pour passer les bons messages. Dalia ? Yeah, I agree. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'aimerais ajouter quelque chose néanmoins. Les campagnes de phishing et les campagnes de sensibilisation envers les collaborateurs sont fondamentales, mais je pense qu'il est aussi fondamental d'encourager les collaborateurs à participer, de ne pas rendre ces sessions obligatoires. Parce qu'en fait, ces campagnes de sensibilisation peuvent être utilisées à un niveau personnel, individuel. Ce n'est pas seulement une campagne de phishing au bureau. Il doit vraiment y avoir un élément derrière tout ça qui leur permette de rentrer chez eux et de dire à leurs enfants ou à leurs amis ou à leurs proches « Et est-ce que tu savais que les cyberattaques, elles peuvent se dérouler de cette façon-là » Et comme ça, à la prochaine formation, eh bien, ils vont vouloir participer. Plus besoin de les rendre obligatoires. Ça, c'est un point que je voulais soumettre. J'essaye vraiment d'arriver à ce niveau-là, d'un point de vue individuel et personnel. Je pense que c'est intéressant d'écouter les conversations à la pause café. Et si vous les entendez parler de ça, et ainsi, ça dépasse Swiss Life, dans mon cas. Ça vous concerne vous en tant qu'individu. Et quel que soit leur rôle dans l'entreprise. Pour le côté exécutif, je pense qu'il y a une très grande incidence sur le COMEX. Et je pense que le COMEX doit être au courant de ce qui se passe. Il doit être sensibilisé. Lorsqu'il y a une campagne de sensibilisation avec le PDG qui est en première ligne. Alors, en ce moment, c'est plutôt de manière virtuelle. Mais si vous voyez le PDG qui s'assoit au premier rang, c'est un message fort que vous envoyez aux collaborateurs aussi. Cela montre que vous déployez tous les efforts en votre possession pour vous engager. Si les directeurs s'impliquent, cela montre que on ne parle plus seulement de cybersécurité, on parle d'esprit d'équipe. Et ça, les gens en ont besoin. Et c'est comme ça qu'on essaye de changer la culture. Comment nous pouvons changer nos comportements vis-à-vis de la cybersécurité de manière générale? Un petit peu moins d'une minute pour terminer cette conclusion. Donc le thème, c'était RSSI, embarquer votre conseil d'administration. En un mot de conclusion, peut-être le conseil que vous auriez à donner à ceux qui nous écoutent. Mes collègues ayant cité CESIN, Exclusif, je vais citer l'European Cyber Security Organization. On a connecté 200 ciseaux ensemble. Ça peut aider à parler de ce sujet-là.
Voilà, donc effectivement, suivez au travers Inclusive, Césine, Exo, connectez-vous avec les ciseaux et continuons la discussion en parallèle. Ok, Xavier. Pareil, je dirais connectez-vous, soyez visible, un bon communicant, afin de pouvoir, suivant tous les profils, sensibiliser et anticiper tout ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Antoine. Je compléterai par le fait que, avant d'en faire un sujet de COMEX et de monter au COMEX, préparez-vous bien. On n'onde pas, surtout une première fois, c'est votre grand oral. La première fois qu'un RSSI monte au COMEX, il gagne tout ou il perd tout, notamment en termes de crédibilité. Et donc, il faut rester synthétique, mais s'attendre à ce que sur chaque point évoqué, quelqu'un au COMEX puisse vouloir descendre dans le détail. Et donc, ça demande effectivement beaucoup de préparation pour être prêt à répondre à n'importe quelle question, même très précise, parce que c'est la méthode de fonctionnement d'un COMEX sur chaque point. Et donc, ne partez pas en COMEX si vous n'êtes pas préparé. Dalia. Je suis tout à fait d'accord. En effet, il faut vraiment être préparé, utiliser le même langage. Il faut être vraiment méticuleux. Je voudrais ajouter qu'il faut également, parce que c'est un sujet assez difficile, surtout quand le RSSI a des connaissances assez techniques, il faut aussi comprendre quel est le parcours des autres membres du Conseil. Et il faut leur parler de choses qui vont leur permettre de répondre à leurs besoins. Il faut être humain, il faut être transparent, il faut faire état de la situation réelle. Il ne faut pas non plus créer une situation de paranoïa. Non. Ça ne sert à rien. Il faut rester authentique, transparent. Il faut vraiment rester du côté de l'aspect humain. Et je pense qu'au bout du compte, c'est comme ça qu'on va réussir à faire monter l'entreprise. Merci. On peut les applaudir. Voilà, cette table ronde se termine. Merci à nouveau.